On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on reçoit Joanne Durocher, qui est la mère de Nathalie Morin, qui est en Arabie Saoudite avec ses enfants depuis très, très, très longtemps. Elle sort un livre pour raconter un peu cette saga qui n'est pas terminée. Mais d'abord, politique municipale. Après 30 ans d'implication, elle tire sa révéance. Elle ne sera pas de retour l'automne prochain. Je parle ici de la conseillère de l'Acadie, Christiane Marcoux. Elle ne sera pas des rangs de la prochaine élection municipale en novembre prochain. Je parle ici de la conseillère du secteur l'Acadie, Christiane Marcoux, qui est avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Latour. Est-ce que c'est une décision difficile à prendre de dire, bon, ça fait 30 ans que je suis impliquée en politique municipale de différentes façons, conseillère, mairesse de l'Acadie, il y a eu la fusion, vous avez été impliquée, préfète de la MRC, Compo, Richelieu, bref, la cour est pleine, puis là, on décide que c'est maintenant qu'on tire sur le fil. Oui, c'est un petit peu difficile à prendre. Je vous dirais que ma décision est prise à peu près depuis février. Mais après ça, pour moi, de l'annoncer publiquement, c'était une autre étape. Il fallait que je réfléchisse à tout ça comme il faut. Mais là, maintenant, je suis prête. Non, je pense que c'est le temps de penser un petit peu plus à moi. Puis c'est le temps de donner la place à la relève, là. Qu'est-ce qui vous... pour vous, c'est quoi l'élément décisif? Vous avez dit, j'ai pris ma décision en février. Je comprends qu'on est dans l'entonnoir de la décision, mais ultimement, c'est quoi qui fait comme... Non, moi, ça ne me tente pas de refaire un autre 4 ans. Là. C'est terminé, je tourne la page. Bien, le nombre d'années. J'ai fait le tour de plusieurs dossiers. J'ai fait des belles choses. À peu près ça. Pas plus que ça. L'atmosphère aussi à l'hôtel de ville, c'est pas facile. C'est pas agréable qu'est-ce qu'on vit dans le moment. Vous savez, on en a une belle preuve. Là, les fonctionnaires quittent, plaintes pour harcèlement. Tu peux plus t'exprimer comme tu t'exprimais, comme j'ai connu dans d'autres mandats. C'est moins agréable à faire. Puis j'ai toujours dit, puis depuis plusieurs années, tant que je vais avoir du plaisir à le faire, je vais le faire. Mais là, j'en ai moins de plaisir, là. En même temps, 30 ans, c'est quand même une bonne période. Je dirais, conjointement, quand j'ai commencé à faire du journalisme, l'Internet n'existait pas. Quand vous avez commencé à faire de la politique, l'Internet n'existait pas non plus. Hein? Les courriels non plus, ça n'existait pas. Les médias sociaux, encore moins. Donc, est-ce que toute cette nouvelle dynamique-là, des médias sociaux, est-ce que ça vient prendre beaucoup d'espace aujourd'hui en politique? Oui, ça vient prendre beaucoup d'espace, mais les médias sociaux, moi, là, quand ça a commencé à déraper un peu, là, en 2019-2020, là, puis même en 2018, j'ai complètement coupé ça, là. C'est-à-dire que j'ai gardé mon Facebook, mais j'ai coupé toutes les personnes qui pouvaient m'amener des choses désagréables comme ça, là. Je me suis dit, c'est moi qui ai le contrôle là-dessus, puis je vais arrêter ça. Qu'est-ce qui fait que vous avez commencé en politique municipale il y a 30 ans? Qu'est-ce qui fait que vous avez mis le pied là-dedans? Le désir de changer des choses. Je m'impliquais à l'époque sur les comités de parents à l'école Napoléon Bourassa. Puis je voyais bien que la municipalité, il y avait des choses à améliorer. Les parcs, à l'époque, on n'avait même pas le recyclage. Ça commençait à se faire ailleurs. Nous, on ne l'avait pas. C'est un peu comme ça que je suis arrivée là. Le désir de changer des choses. Vous étiez conseillère municipale à l'Acadie. Qu'est-ce qui fait que vous êtes devenue mairesse de l'Acadie? Je suis arrivée conseillère en 1991. C'est un petit peu pénible quand je suis arrivée, là. Disons que je n'étais pas la bienvenue. Mais j'ai pris ma place, tranquillement, avec le temps. J'ai pris ma place. Puis en 98, il faut se rappeler que pendant le verglas, M. Lucier, le maire de l'Acadie, est décédé. Ouais. Et c'est là que les gens autour de la table sont venus me chercher. Ils m'ont dit, « Ah, bien, Christiane, tu as le temps, tu connais pas mal de dossiers, tu devrais aller à la mairie. » Puis je suis allée en mai 98, j'ai été élue par réclamation. Je n'ai pas eu d'opposition. En même temps, à la fin des années 90, des mairesses au Québec, qui n'avaient pas tant que ça. Non. Il n'y avait pas beaucoup de femmes en politique à l'époque. Tout court. Tout court, oui. Il y en a un peu plus aujourd'hui, mais encore là, on est très, très loin de la parité. Ah oui, oui, oh, oui. Je les ai toujours encouragées, par exemple. J'ai souvent dit aux femmes, je me rappelle, à un moment donné, il y avait un salon de l'entrepreneuriat au féminin à Saint-Jean. J'avais été présidente, j'avais travaillé. Puis je disais aux femmes, il faut prendre notre place. On ne prend pas la place des autres, on prend la nôtre. Comment avez-vous vécu la fusion? Parce qu'à l'époque, vous étiez mairesse de l'Acadie. Oui. Après ça, il y a eu la fusion. Il y a même eu le gouvernement Charest qui proposait des diffusions avec des référendums. On se rappelle de l'histoire. Vous, là-dedans, vous positionniez de quelle façon à l'époque? C'est officiel que la fusion, j'étais contre.
Moi, j'aurais préféré, je trouvais que l'Acadie avait une grande partie de son territoire qui était agricole. Je trouvais qu'on n'avait pas du tout à faire dans ça, cette fusion-là. La preuve, à l'époque, on a décidé de faire un référendum, nous, à l'Acadie. Oui. Ça a coûté plus de 10 000 $. C'était de l'argent pour nous, là, en 1998. Là. On a fait un référendum. 57 de mémoire, la population a sorti voter, puis 97 ont voté contre. J'ai pris la peine de prendre le résultat du référendum. Je suis allée rencontrer Louise Harel à son bureau à Montréal avec Maurice Bergeron. Je suis accompagnée de Maurice Bergeron, qui était maire de Saint-Athanas. Je suis allée lui porter le résultat du référendum. Je voulais discuter avec elle, lui expliquer qu'on ne fallait pas qu'on y aille dans ça, on n'avait pas d'affaires dans ça, pour plusieurs raisons. Puis elle m'a regardée et elle m'a dit, « Vous savez, Mme Marcoux, M. Bergeron, la fusion est au bout. Le meilleur conseil que je peux vous donner, négocier. Négocier pour vos citoyens parce que la fusion, elle va arriver. » Et à ce moment-là, en s'en retournant, on en a discuté que les deux, puis on a dit, « Coudonc. » On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Aussi bien s'arranger pour que ça marche. On va négocier. Puis, on a négocié très fort. Souvent, on s'est aperçu que c'était peut-être les deux plus petits en nombre d'habitants qui, en fin de compte, qui faisaient pencher la balance. Et 20 ans plus tard, est-ce que c'était une bonne chose, finalement, la fusion? Est-ce que l'Acadie en a tiré profit? Ah, bien, tirer profit, c'est un bien grand mot. Les gens à qui vous le demanderiez vont vous dire, ben oui, mais mes taxes ont monté, mes taxes ont triplé, mais il faut penser dans ça aussi que la maison a pris le double, puis souvent le triple de sa valeur de 2001. L'important dans ça, je pense qu'il fallait tirer son épingle du jeu, c'est d'avoir des services. Comme exemple, le taxibus est arrivé, des choses qu'on n'avait pas avant. J'ai refait plusieurs routes. En 2015, de mémoire, j'ai relu un petit peu des documents cette semaine. En 2015, depuis 2001, ça faisait 4,5 millions que je mettais sur les routes. Le chemin des Vieux-Moulins, le ruisseau des Noyers, le chemin des Patriotes. Et 4,5 millions pour nous autres à l'Acadie, c'était de l'argent parce qu'avec une scène, à l'époque, on allait chercher 35 000 là. Fait que pour mettre 4,5 millions sur des routes, ça n'en prenait des scènes. Vous n'avez jamais pensé à devenir mairesse de Saint-Jean-sur-Richelieu? Un peu même à la limite comme la mairesse Boucher à Québec, qui était contre les fusions, mais qui finalement, finalement, elle est décédée subitement. Mais dans votre cas, à vous, là, après le départ de Gilles Delbecq, ça vous a pas tenté de dire pourquoi je ne m'investis pas là-dedans? Après le départ de M. Delbecq, non. J'y ai pensé un moment donné au début, là, un petit peu après la fusion, là, en 2002, mais là, on avait négocié. M. Delbecq, je trouvais qu'il avait de l'expérience, beaucoup plus que moi. Je l'ai laissé aller. Après ça, il est arrivé 2005, 2009. C'est peut-être à ce moment-là que j'aurais dû y aller, mais non, je trouvais que ça allait bien. Pour moi, là, quand je m'investis dans quelque chose, l'important, c'est que ça fonctionne bien et qu'on avance. Pour vous, c'est quoi les principaux dossiers, là, les enjeux? Vous vous dites, ça, je suis fier de ça. Si on parle de mon secteur, là, dans la ville, là, je vous dirais que l'assainissement des eaux Parc-Rémillard, c'est un gros dossier. Il faut se rappeler qu'en 2001, là, le ministère de l'Environnement était là. On a fait les étangs aérés. C'était un gros dossier pour moi. Après ça, c'était l'aqueduc. Monter l'aqueduc au Parc-Rémillard, ça n'a pas été facile non plus. On s'est pris avec les gens du boulevard Saint-Luc. Il fallait passer sur le boulevard Saint-Luc. Là, on n'avait pas le choix. Après ça, les jeux d'eau que j'ai faits dernièrement au parc là, Jacques et Marie, la sauvegarde de l'Église et du presbytère. Pour moi, c'était un énorme dossier. Je voulais absolument pas voir ça placardé, là, le presbytère et tout. J'ai réussi. Le parc des Parulines, qui a été fait il y a quelques années, là, c'est une belle réussite. Oui, c'est un bel acquis. Récemment, on recevait votre collègue Berthelot, qui lui aussi ne revient pas, puis il disait, bon, faisait sa liste un peu de ce dont il était fier, mais il disait, entre autres, l'écueil, c'est un peu le 2M ressources. Bon, dans votre cas à vous, est-ce que le dossier du champ de tir, qui est techniquement pas encore réglé, est-ce que pour vous, c'est un petit regret, un petit graphing que vous aimeriez voir réglé? Oui, ça me choque, ce dossier-là, parce que j'avais mis des efforts pour le régler. Mais je vais en mettre encore. Je ne pars pas tout de suite. Il me reste encore 6 mois. On va commencer la médiation. Je vais mettre encore des efforts, puis j'espère être capable de le régler avant de partir. Ah oui? Oui. Ça vous agace? Oui, ça m'agace, mais je vais faire ce qu'il faut pour le régler. Parce que là, on est devant la cour, là, en fait, c'est ça. Oui, mais c'est un peu pour ça que j'ai demandé d'aller en médiation, parce que la cour, c'est long. Oui. Tu sais, je veux dire, si on gagne, bien, ils peuvent aller en appel. Tu sais, on va en parler encore dans 2-3 ans, là. Puis je voudrais pas.
En tout cas, je prends une chance avec la médiation. Qu'est-ce que vous souhaitez pour la suite à l'Acadie? Oh mon Dieu, bien qu'on continue à desservir comme il faut la population. Il ne faudrait pas perdre rien de qu'est-ce qu'on avait, continuer de bien entretenir les routes, sauver le patrimoine. Je pense que l'Acadie, le fait d'être campagne, d'être plus campagne, il y a beaucoup d'agriculture. Le patrimoine, c'est important. C'est comme un quartier à part un peu du reste là, de la grande ville. Fait que ça, oui, beaucoup. J'aimerais ça qu'on fasse attention à ça. Notre bibliothèque, il ne faudrait pas la perdre non plus. Nos organismes communautaires. En tout cas, j'espère que la personne qui va prendre la place va continuer de les encourager. Et qu'est-ce que vous pensez de la prochaine campagne électorale où, visiblement, il y a 2 équipes complètes qui s'affrontent, quelques indépendants, mais pas beaucoup. Dans votre propre district, Mme Messier s'est essayée 2 fois. Dernier coup, elle a passé proche. Il semble se dessiner une liste à 2 également dans votre district. Qu'est-ce que vous souhaitez de ce côté-là? Bien, c'est officiel que je vais appuyer l'équipe de Mme Bouchard. Ça, c'est certain. Je ne sais pas ça va être qui la personne, là, je ne suis pas au courant. Là. Mais s'ils ont besoin d'aide puis que je reçois un coup de téléphone discrètement, je vais aider. Parce que pour certain. La grande ville, pour vous, c'est ce que vous souhaitez? C'est-à-dire que Mme Bouchard devienne mairesse? Oui. Oui, je ne voudrais pas que les autres vivent ce qu'on vient de vivre, parce qu'il n'y a rien qui va changer, là. Tu sais, je veux dire, ce qu'on vient de vivre pendant 4 ans, là, ça a été très, très pénible. Monsieur Laplante n'a pas su mettre tout ça ensemble. Il faut se rappeler qu'on est parti en novembre 2017, là, avec des étiquettes, hein, en partant. En partant, tu avais 3 de l'équipe Laplante, 3 indépendants, 6 de l'équipe Fecteau. Nous autres, l'équipe Fecteau, on s'est fait étiqueter en partant. Il s'est associé les 3 indépendants, puis probablement qu'il se disait, bien, 6-6, je vais pouvoir trancher s'il y a des choses qui accrochent. Mais ça n'a pas marché. Les 3 indépendants sont emmenés avec nous autres. Fait que ça a toujours été comme ça tout le long. Monsieur Laplante, là, ou tu es avec lui ou tu es contre lui. C'est pas plus compliqué que ça. Tu peux pas discuter. Fait que ça, je voudrais pas qu'ils revivent ça encore, là. Mais je connais bien Mme Bouchard. J'ai travaillé avec à la MRC sur la politique culturelle. J'ai fait plusieurs réunions. C'est une femme qui a un bon raisonnement, qui a une bonne approche. Elle débat ses idées, mais elle accepte aussi celles des autres. Mme Marcoux, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir, M. Latour. Attention à vous. Donc, bonne retraite méritée après autant d'années d'implication, il faut le souligner. Merci. Merci, M. Latour. Restez avec nous. Au retour, on reçoit Joanne Durocher qui nous présente son livre « On m'a volé ma famille ». Oh François, quel show cette semaine à Sport Express! La frénésie du vélo avec Pascal Deslauriers de Vélozone. En deuxième partie, Spike Ball, Round Net, tu connais ça? Avec Alexandre Lamarre, hein? Ouais. Tu sais, le sport qu'on voit souvent dans les parcs, comme ça. Ne manquez pas ça. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. Pour vous procurer les livrets du télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. C'est une histoire dont on a entendu beaucoup parler dans les médias au cours des 15 dernières années et elle revient à la charge cette fois avec la publication d'un livre. Notre invitée, je vous la présente, elle est la mère de Nathalie Morin qui est captive en Arabie Saoudite depuis plusieurs années avec ses enfants. Il s'agit de Mme Joanne Durocher. Bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour. Bon, vous avez d'ailleurs habité la région de Saint-Jean-sur-Richelieu et de Noyant durant une dizaine d'années. Et Nathalie elle-même a fréquenté différentes écoles dans la région. Donc, vous avez encore, disons, un attachement à la région dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Oui, oui. Bon, expliquez-nous un peu, parce que l'histoire commence au début des années 2000, mais de ce qu'on comprend publiquement, vous avez médiatisé cette histoire-là aux alentours de 2008. Peut-être juste faire un rappel, parce que les gens vont dire, ils vont se rappeler quelques souvenirs, parce qu'on en a quand même beaucoup parlé. Puis malheureusement, hein, quand on en entend moins parler, on a l'impression d'oublier, on a l'impression que ça n'existe plus. Or, le problème est toujours aussi criant aujourd'hui qu'il ne l'était il y a 15 ans. Là. Oui. Ce qui est arrivé en 2000, je suis déménagée à Longueuil, je suis partie de Saint-Jean-sur-Richelieu. Et pas longtemps après ça, c'était en 2001, un an après finalement, que Nathalie a rencontré Saïd à Montréal dans un restaurant. Et là, elle était enceinte, elle a accouché en 2002. Lui a été déporté un mois après qu'elle a accouché. Et est allée le visiter en 2003, 2004 et 2005, est allée comme s'établir là-bas. Moi, j'ai été la visiter à la fin de 2005 pour me rendre compte que ça allait vraiment pas bien. Je m'en doutais pas parce qu'elle me le disait pas au téléphone ou par texto. Je pense qu'elle était trop orgueilleuse pour me dire... elle savait qu'on n'était pas d'accord, personne, pour qu'elle aille là. Fait que finalement, elle a enduré comme pas mal avant de s'exprimer parce que peut-être qu'elle avait peur de se faire dire « je te l'avais dit », je sais pas, tu sais. Et là, après ça, moi, j'ai commencé à avoir des contacts avec les affaires étrangères ici. Même pendant que j'étais en Arabie Saoudite, j'ai eu des contacts pour essayer d'aller chercher de l'aide pour Nathalie qui voulait déjà revenir. Quand moi, je suis rentrée là en décembre 2005, elle voulait revenir déjà. Et ça n'a pas fonctionné, elle n'a pas été capable de revenir. Et en 2008, le 25 février, son conjoint, il m'a demandé une demande de rançon. Bien, c'était pas officiel, ça s'appelait pas demande de rançon, mais il m'a demandé 20 000 pour, en échange que lui, il libérait tous les enfants. Puis quand Nathalie m'a appelé me dire ça le matin, c'était très tôt, elle m'a réveillée, puis j'ai eu le réveil de dire, bien, je ne l'ai pas, l'argent, tu sais, puis... Là, après ça, je m'en allais travailler, puis là, je me sentais coupable, tu sais. J'ai acheté une carte d'appel, puis que du bureau, j'ai appelé pour dire, écoute, mon intention, c'était de dire, bien, écoute, dis qui patiente m'a trouvé l'argent, tu sais. Mais il était comme 10 heures le matin quand j'ai rappelé, là, j'ai pas eu le temps de patienter bien longtemps. C'est lui qui m'a répondu, il m'a dit, elle est partie à l'hôpital en ambulance, elle a tenté de se suicider. Et là, moi, là, j'ai eu un choc. Déjà que j'avais une demande de rançon, Nathalie qui aurait tenté de se suicider, elle a tenté comment, quoi. Il m'en dit pas plus, il me ferme la ligne. Et c'est là que, moi, à ce moment-là, le lendemain, je voyais mon médecin, j'étais en maladie, puis j'ai parti mon combat que je dirais. Bon, mais à quel moment, donc, avez-vous décidé de mettre cette histoire-là dans les médias? On comprend l'histoire de la rançon et tout ça, là, le contexte. Mais à quel moment vous vous dites, là, j'ai pas le choix, il faut que je fasse bouger les choses, puis il faut que je parle de ça publiquement? Bien, mon premier réflexe a été de me dire, écoute, c'est la première fois de ma vie, moi, je suis en congé de maladie, je ne serai pas pour rien, il faut que je règle ça. J'étais comme prête à n'importe quoi. Et là, j'ai rencontré la députée de Saint-Hubert à l'époque, qui était pour le Bloc québécois. Et elle m'a dit, la seule chose, ça serait d'aller dans les médias, il ne restait plus rien d'autre. C'est-à-dire que j'ai envoyé une lettre à l'époque Maxime Bernier, où je demandais au gouvernement, je leur donnais 10 jours pour soit me revenir ou qu'est-ce qu'ils font, me présenter un projet, je ne sais pas n'importe quoi, là, mais il y avait 10 jours, mais... Et après ça, je les avisais que j'irais dans les médias. Ils ne sont pas revenus, donc j'ai été dans les médias. Puis est-ce que ça a donné quelque chose, ou finalement? Oui, par exemple. Oui? Oui, ça... Parce qu'à l'époque, le conjoint de ma fille, il n'avait même pas mis Samir à l'école. Il disait qu'il était trop stupide pour aller à l'école. Fait que c'est quand j'étais dans les médias, le gouvernement saoudien, ils ont mis la Commission des droits humains. Un département, là. Ils ont ça, eux autres? Oui, ils ont ça. Okay. Pour aider Nathalie. C'est sûr qu'ils n'ont pas aidé comme on aurait voulu. Nathalie voulait revenir, elle n'est jamais revenue, là. Mais c'est quand même eux autres qui ont inscrit Samir à l'école. Saïd, il s'est senti obligé d'être un peu moins pire, là. Son gouvernement le surveillait. Finalement, il l'affamait, Nathalie, à l'époque, là. Mais par la suite, avez-vous continué vos démarches auprès d'Ottawa, des ambassadeurs ou je ne sais trop, pour tenter de rapatrier Nathalie avec ses enfants? J'ai jamais arrêté vraiment. Ici, comme Canadienne, ici au Canada, j'ai pas le droit de contacter Riyad. Fait que c'est Ottawa avec eux que j'ai mes contacts. Et eux vont dire à l'ambassade quoi faire ou qu'est-ce qu'ils suggèrent. Je ne sais pas comment ça fonctionne rendu là. Mais ça devient comme une espèce d'enjeu très hautement diplomatique entre le Canada et l'Arabie saoudite. Maintenant,
puis un peu même comme celui qu'on voit actuellement en Chine avec les deux Michael. Là. Tu sais, ce genre de dossier-là où on se dit, c'est quoi les intérêts du Canada versus le pays étranger de régler cette question-là? Parce que aux yeux du monde entier, ça reste que pour l'Arabie saoudite, c'est une situation un peu embarrassante. Oui. Mais de l'autre côté, il y a probablement des choses qu'on sait puis des choses qu'on ne sait pas et qu'on ne saura jamais. Donc là, on est en 2021 aujourd'hui et Nathalie est toujours pas de retour. Oui, exactement. Les choses se sont envenimées dernièrement, là, dans les dernières années, parce qu'avant, son conjoint il l'empêchait de me parler, d'appeler. Le gouvernement canadien avait un contact en Arabie saoudite. Je ne sais pas qui, là, qui, eux autres, appelaient Saïd et disaient, écoute, Nathalie, il faut qu'elle parle à sa mère une fois par semaine, deux fois par semaine. Ils gardaient le contact. Maintenant, depuis qu'on n'a plus d'ambassadeur là-bas, c'est plus difficile. Ce contact-là, on ne l'a plus. Nathalie, ça fait un an qu'on n'y a pas parlé. Les gens du gouvernement canadien, c'est comme ils ne savent plus quoi faire. Ils ne font rien, ils attendent. T'sais. Pour eux autres, ils disent, bien, là, moi, j'ai exigé qu'ils se rendent à sa porte. Ils m'ont dit, oh non, on n'ira pas chez elle sans sa permission. Bien, j'écoute, c'est parce qu'elle ne nous parle pas. Peut-être qu'elle n'a pas le droit de nous parler. Je le sais qu'elle est choquée contre le gouvernement canadien, ça, c'est clair. Elle a même envoyé une lettre en 2019. Je relisais un courriel ce matin que j'avais envoyé à un journaliste que Nathalie avait écrit en 2019 qu'elle ne voulait plus lui parler au gouvernement canadien parce qu'il ne l'aide pas, puis ils font tourner en rond. Là. Mais avec la pandémie, il y a beaucoup plus de violence au Canada. Et là-bas, en Arabie saoudite, le couvre-feu il est à 6 heures le soir. C'est tôt, ça. Et ils n'ont jamais repris l'école, les enfants, depuis le printemps passé. Ah ouais. Fait que quand tu vis dans un appartement trop petit, presque insalubre, 4 enfants, puis un père et une mère, ça doit pas être beau là-dedans, là. Et là, Nathalie, aujourd'hui, est rendue maintenant avec 4 enfants. Oui. Et selon ce que vous en savez, elle a toujours le désir de revenir. Oh, oui, ça, c'est certain. Elle a encore envoyé un courriel le 16 novembre 2020. Mais est-ce que j'ai compris dans l'histoire qu'elle aurait pu revenir, elle, toute seule, mais qu'elle aurait dû laisser ses enfants là-bas? Ça dépend des périodes. Il y a des périodes, au tout début, quand elle est arrivée en Arabie saoudite, elle avait besoin de la signature de celui qu'il considère comme son mari, là, pour sortir. Là, maintenant, la loi a changé. Les femmes n'ont plus besoin de signature. Ils peuvent sortir. Sauf que pendant 5 ans, elle n'avait pas de papier d'identité. Donc, elle n'aurait pas pu plus sortir à cause de ça. Là, depuis janvier 2020, elle a ses papiers d'identité et il y a la nouvelle loi où les femmes à 21 ans et plus peuvent voyager sans l'accord du mari ou du père. OK. Donc, elle, oui, elle peut. Mais en ce moment, le problème, c'est les enfants. Le père accepte que les enfants reviennent en ce moment. J'ai eu une rencontre, parce que j'y étais en Arabie saoudite en 2019. J'ai eu une rencontre avec Martine Brunet, qui était de l'ambassade, Nathalie, Saïd, moi, les enfants. Et parce que souvent, ici, on me disait, Nathalie ne veut pas revenir, c'est sa mère qui veut. Là, j'écoute, je suis pas stupide. Là. Si ma fille ne voudrait pas revenir, je vais faire d'autres choses. Je vais m'occuper, inquiétez-vous pas. Mais j'avais demandé une réunion à 3. Finalement, ça s'est produit de cette façon-là. C'était pas une réunion officielle. Il y a quand même eu une réunion où c'était clair que Saïd accepte. Puis les enfants, bien, ils grandissent. Là, ils veulent venir. Les plus vieux, en réalité, ils veulent étudier ici parce que pour eux autres, je pense que c'est... Là-bas, c'est les gens riches qui vont étudier à l'extérieur, tu sais. Puis les plus jeunes, bien, suivent l'eux-mêmes. Bon, ça, vous parlez d'une rencontre en 2019, mais là, tantôt, vous m'avez dit aussi que Nathalie avait envoyé un courriel récemment? Oui, 2020, le 16 novembre. Qui disait quoi? Bien, qu'elle était toujours piégée en Arabie saoudite puis qu'elle voulait revenir avec ses enfants. Puis elle a envoyé son courriel au gouvernement canadien, Amnesty International et moi. À quel moment avez-vous décidé d'écrire un livre pour raconter cette saga-là et cette bataille que vous menez? Honnêtement, je m'en souviens pas, mais ça fait longtemps. Moi, je suis pas vite, tu sais, je suis comme lente, là. Puis Nathalie voulait que je l'écrive. Puis, ben, tu sais, c'est... je trouvais ça difficile, l'idée d'écrire un livre quand tu n'as jamais écrit de livre. Tu dis, qui va me publier? As-tu quelqu'un qui va vouloir? M'as-tu trouvé? Est-ce que je le fais écrire? Il y a des gens qui m'ont offert... je pense en 2008, aussitôt que j'ai sorti 2010, là, les éditions de la semaine voulaient écrire un livre. J'avais refusé à l'époque. Je me sentais pas capable de donner mon histoire à quelqu'un d'autre puis que ça soit eux autres qui écrivent. C'était comme, je me sens comme c'est tellement personnel à moi. Je me suis tellement battue, tu sais, je voulais le garder. À un moment donné, on pensait que Marie-Ève Adam, qui a aidé énormément, c'était l'adjointe de Mme Lalonde, elle aurait écrit le livre pour moi, mais on n'a jamais eu de temps, tu sais, qu'on était disponible en même temps. Et puis les derniers temps, bien là, je travaillais. Je me disais, j'ai pas le temps, tu sais, ça n'a pas de bon sens. Fait que je me suis dit, à la retraite, je vais l'écrire. Et en 2017, j'ai pris ma retraite, j'ai commencé le livre. J'étais en Haïti quand je l'ai commencé. Fait que Nathalie a lu les premiers chapitres.
Puis après ça, j'ai comme laissé ça tomber. Tu sais, je me disais, bien, d'un coup, personne ne me publie, ça ne me donne rien d'écrire. Tu sais. Et là, quand j'ai eu un contrat avec les Éditions de l'Homme, mais là, j'ai écrit pour le vrai. Tu sais, Bon, évidemment, je ne vous demanderai pas c'est quoi votre souhait. On comprend que votre souhait, c'est de revoir votre fille et vos petits-enfants ici. Mais qu'est-ce que vous souhaitez avec la publication de ce livre-là? C'est-à-dire qu'on ramène l'histoire à l'avant-plan sur la scène publique, médiatique. Pensez-vous ultimement que ça pourrait à nouveau faire bouger les choses auprès du ministère des Affaires étrangères? Oui. Bien, tu sais, quand je donne des entrevues, c'est 2-3 minutes, tu ne peux jamais raconter l'histoire au grand complet. Ouais. Souvent, je me rends compte, Nathalie est quand même connue au Québec. J'ai fait assez de médias pour quand j'en parle, tout le monde me dit « Ah oui, ça me dit quelque chose. Ah oui, je m'en souviens. » Mais en général, par les questions qu'on me pose, c'est clair que les gens n'ont pas vraiment tout compris qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce qui s'est passé, tu sais. Fait que je me disais qu'en écrivant un livre, puis c'est pour ça aussi que je tenais tant à ce qu'il y ait des dates dans mon livre, une chronologie, des documents pour prouver ce que je dis, tu sais, pour que les gens en général, la population, aient vraiment une bonne idée. Puis je me dis, bien, même au gouvernement, ils changent d'employé aux 2 ans. Et régulièrement, on me dit des choses que je dis, non, c'est pas ça qui est arrivé. Là. OK, il faut refaire l'histoire là, à ce bien, moment-là. Je suis toujours en train de refaire l'histoire. Bon. Là, dans le fond, Nathalie, si elle le voulait, elle pourrait revenir ici? En ce moment, oui. Oui. Mais les enfants, c'est pas clair. Là. Les enfants ne peuvent pas, c'est sortir. impossible. Les enfants ont quel âge, là? Samir, le plus vieux, en ce moment, a 18. Ça veut dire que Abdullah, il a 14, Sarah a 12 et le petit Fouaz, il a 7. OK. On est entre 7 et 18, là. Ouais. À l'obtention de leur majorité, les enfants, ils pourraient décider et faire... À 21 ans, la majorité 21 là-bas. ans. Sauf que si... Ce qui m'inquiète, normalement, à 21 ans, ils sont libres. Ils peuvent sortir, là. Mais si supposons que le gouvernement saoudien conservait un travel ban sur eux autres, une interdiction de voyage, ça n'a pas de limite de temps, ça. Oui, je comprends. Eh bien. J'ai envie de vous demander, c'est quand vous allez la voir, Nathalie? Bien, moi, aussitôt que ça va être possible, je vais y retourner la voir. Okay. Même si ça ne revient pas, je suis retraitée maintenant, j'ai la disponibilité d'y aller plus facilement, tu sais. Puis quand j'y étais en 2019, j'ai eu un bon temps avec elle et les enfants, tu sais. Puis l'Arabie saoudite, c'est quand même beaucoup plus agréable qu'avant, là. C'est ouvert au tourisme maintenant, tu peux aller te promener. C'était pas... Alors, si vous voulez connaître l'histoire de Joanne Durocher aux Éditions de l'Homme, on m'a volé ma famille. Donc, toute une histoire. J'espère qu'il y aura un dénouement, ultimement, et un dénouement heureux. On vous le souhaite et, bien sûr, faites bien de ramener ça à l'avant-plan aujourd'hui. Bien, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Reste avec nous. Au retour, le mot de la fin. Question d'aider la relance économique avec la pandémie. La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu assouplit sa réglementation concernant les panneaux d'affichage à l'extérieur. Un peu les fameux panneaux sandwich ou encore les panneaux lumineux temporaires qu'on voit là, en jaune avec des lettres et tout ça. Donc, allez suivre la réglementation, mais c'est pour donner un petit coup de pouce aux commerçants. À demain. Bye-bye.